lorsque on a réfléchi à ce thème, on a pensé souligner cette notion de innovation responsable et matériaux pour plusieurs raisons. Le choix des matériaux est omniprésent. Deuxième élément qui nous paraissait intéressant et important, c'est que dans cette question, sur cette question d'innovation responsable, la question des matériaux est prépondérante, puisque en fait, elle adresse plusieurs enjeux de développement durable. C'est pas seulement la consommation de ressources, mais c'est également des questions de déchets, de santé, de pollution, etc. Et puis le troisième élément, qui nous paraît sans doute le plus important, sur la confusion qui existe aujourd'hui sur ces enjeux de développement durable et matériaux. Michel utilisait à bon escient le terme un peu critique sur ce qu'est un écomatériau. C'est de questionner les innovations actuelles pour sensibiliser les entrepreneurs, les innovateurs sur leur démarche. Et non pas dans une approche, je dirais, de contrainte pour je dirais, surestimer les contraintes, qu'elles soient normatives, environnementales ou autres, mais bien aussi pour identifier les opportunités. Matériaux, la structure dont je m'occupe, c'est une bibliothèque de matériaux qu'on a coutume d'appeler bibliothèque de matériaux innovants. En fait, notre travail, c'est faire de la veille sur l'innovation matière et sur la singularité matière. On identifie des producteurs de matières, de process particuliers un peu partout dans le monde, et ce pour des professions de création. Nous concernant, on est très dubitatif par rapport à cette idée de classer la matière en termes d'impact environnemental, parce que pour nous, cette question, notamment dans l'éco-conception du choix des matériaux, c'est une question parmi d'autres. On ne peut pas nous recevoir des requêtes, ils sont où vos écomatériaux, si on ne sait pas si ça s'inscrit dans du packaging, dans de l'architecture ou dans de l'automobile, si ça s'inscrit dans une logique de pérennité dans le temps ou alors si c'est quelque chose d'éphémère, c'est simplement beaucoup plus complexe que ça. Alors en conclusion, il n'y a pas vraiment de bons ou de mauvais matériaux au regard de cet enjeu essentiel aujourd'hui qu'est le développement durable, mais avant tout de bonnes et de mauvaises utilisations de la matière. L'objet de la coopérative, c'est vraiment de coupler deux métiers qui sont complémentaires, qui sont l'ingénierie de l'environnement, donc plutôt Anthony, dont le métier est plutôt de faire des ACV, je ne sais pas si tout le monde est familier avec ce terme, des analyses environnementales de produits, et le design industriel. Aujourd'hui, on parle de matériaux. En termes d'éco-conception, c'est un enjeu, parce que c'est déjà un enjeu en conception. Il y a deux manières d'appréhender la matière. Soit le matériau est une réponse à une contrainte technique du produit, ou à l'inverse, prendre le matériau comme point de départ et l'utiliser et créer un produit pour mettre en valeur ses qualités techniques ou esthétiques. Quand on se pose la question du choix matériaux dans une démarche d'éco-conception, il faut d'abord et avant tout comprendre le profil environnemental du produit, la relation matériau-produit. Ça peut être fait par une ACV, ça peut être fait par d'autres moyens. La sélection du matériau dans une démarche de conception, ce n'est pas un sujet simple. Par contre, on n'est pas complètement démunis. Il y a des démarches et des méthodologies qui permettent de se poser les bonnes questions au début et de faire les bons choix à la fin. En outils qui donnent des informations environnementales plutôt qualitatives sur les matériaux, plutôt quantitatives sur les matériaux, qui sont spécifiques à un secteur ou plutôt multisecteurs. Il y a les matériaux tech qui sont plutôt d'ordre qualitatif, quoique ça se discute. Les bases de données logicielles qui sont plutôt d'ordre quantitatif et plutôt multisectoriel. Et on a des choses qui sont spécifiques et très qualitatifs, les guides d'aide à la sélection matériaux, et les écolabels qui sont un peu entre les deux. Le fait que cette notion d'écomatériaux soit en lien avec l'éco-conception favorise la compréhension de la démarche d'éco-conception. Si on part vers des bâtiments de plus en plus performants sur le cycle de vie global du bâtiment, on va tendre vers une réduction de la phase utilisation en termes d'impact environnemental. Et donc justement, la phase construction va avoir de manière relative de plus en plus d'impact sur le cycle de vie global du bâtiment. C'est pourquoi il va être important de bien choisir ces matériaux de construction afin justement d'actionner un second levier pour avoir des bâtiments qui consomment moins d'énergie et qui émettent moins de gaz à effet de serre. Et donc l'outil CAPEM a justement pour vocation à aider à ce choix de matériaux. Les deux livrables, en fait, on va appeler ça comme ça, de ce projet. Donc l'une, ce sont des centres de démonstration à travers l'Europe, donc ça j'en parlerai tout à l'heure.
mais aussi un outil, une base de données techniques, environnementales et sanitaires qui va comprendre donc 100 matériaux de construction. L'idée ici, c'est d'avoir un outil qui, en fonction des critères de l'utilisateur, va justement lui proposer la sélection des matériaux les plus appropriés et ensuite il pourra faire son choix en fonction des impacts environnementaux qui seront présentés dans l'outil. Et donc pour chaque matériau, l'utilisateur pourra avoir une fiche de données techniques, donc pour justement comprendre les propriétés du matériau et également donc les données environnementales. Mais il y a une deuxième phase au projet. On veut montrer de manière concrète que ce type de matériau est justement adapté à la construction ou à la rénovation. Et donc, chez chacun des partenaires du projet, il y aura des lieux de pédagogie et de formation qui seront mis en place, avec notamment la rénovation. Enfin, il y a plusieurs bâtiments qui vont être éco-rénovés, donc avec ce type de matériaux. Le FCBA, c'est donc un centre technique, forêt, cellulose, bois et ameublement. Moi, je m'occupe plutôt de les aspects éco-conception en ameublement. Dans l'ameublement, il y a des grands enjeux environnementaux qui vont concerner donc les matériaux et surtout les qualités environnementales des matériaux. Donc pour moi, c'est un élément extrêmement important. Alors, les différents outils qui sont à ma disposition et à votre disposition aussi, si vous le souhaitez, au FCBA. Donc, on a une base de données matériaux, comme matériaux, qui est juste au-dessus de nous, donc l'Innovatech. On a des méthodes et outils de créativité. Donc, ça, c'est plutôt l'équipe avec qui je travaille qui utilise ces outils-là. Et entre autres, les outils d'éco-conception qui nous servent aussi comme outils de créativité pour concevoir et réduire l'impact environnemental des produits, entre autres de l'ameublement. On a des laboratoires d'essai où on va pouvoir valider l'aptitude à l'usage des produits. Et donc la certification produit et site de production, là ça va plutôt être pour valoriser auprès des professionnels et du grand public les qualités environnementales des produits et des sites de production. Globalement, ce que je veux dire, c'est par rapport aux ACV, c'est que les ACV sont un petit peu légères sur tout ce qui est entre guillemets éco-matériaux, mais bon, c'est une aide précieuse pour éco-concevoir un produit. Qualité environnementale des matériaux sont essentielles dans un projet d'éco-conception et la durabilité du produit, c'est le point fort, à mon avis, sur lequel il faut travailler pour réduire au maximum l'impact environnemental de nos produits. Les avantages d'une démarche d'éco-conception pour les entreprises, c'est aussi des avantages économiques. Et on est dans la pérennité et le développement économique, notamment lorsqu'on aborde des démarches de développement durable. Donc si vous prenez en compte l'éco-conception et le retour économique pour l'entreprise, 80% des entreprises engagées dans une démarche d'éco-conception ont des marges égales ou supérieures à celles d'un produit conçu de façon traditionnelle. Sur AFAC Éco-conception, on va mesurer, en intégrant des critères issus des référentiels normatifs, la maturité en termes d'éco-conception pour une entreprise dans sa globalité. Donc il y a 4 grands chapitres dans cet outil: la responsabilité de la direction, le management du projet, la réalisation du produit ou du service éco-conçu, et bien sûr les retours d'expérience, parce que c'est de vérifier que ça fonctionne sur le terrain, aussi bien autour de la fonctionnalité du produit éco-conçu que du retour d'expérience sur les impacts environnementaux définis. L'idée, c'est vraiment d'avoir une attestation qui est valable 36 mois avec un suivi à 18 mois. C'est du traditionnel dans les attestations et dans les certifications un peu plus classiques. Un référencement qui sera gratuit et systématique sur notre plateforme Achetons Durable, qui est visible par le grand public, mais surtout également en B2B, pour faciliter l'accès à mettre en avant les produits et les services qui sont éco-conçus. Donc un référencement sur plus de 100 sites internet d'institutions publiques ou privées, et puis une consultation large de plusieurs décideurs d'achat sur ces gammes de produits. Donc ça, c'est assez intéressant. Et puis vous avez le chapitre 2.9 qui porte sur les choix de l'approche de conception, où là, on est sur ce qu'on a un petit peu évoqué tout à l'heure. Donc l'amélioration de l'efficacité des matériaux, le choix des matériaux à moindre impact ou matériaux renouvelables, l'amélioration de l'efficacité énergétique ou l'utilisation d'énergie à moindre impact, l'optimisation de la distribution. J'ai envie de dire, en fait, on cherche à
vérifier que vous vous êtes bien posé toutes les questions nécessaires et que vous avez fait vos choix en toute connaissance de cause. Ce qu'il faut retenir de la présentation que je vais faire en 2 minutes, c'est qu'il y a une action collective qui est en cours et qui peut vous soutenir. L'objectif, c'est de sensibiliser et d'aider un petit peu les entreprises PME franciliennes dans l'intégration des polymères biosourcés, donc qu'on soit sur des bioplastiques ou des agromatériaux. Et ce que je vais vous présenter très vite, c'est qu'il y a des financements donc, qui sont disponibles pour vous, pour justement vous aider dans une première étape à intégrer ces bioplastiques-là. Il faut savoir que ça peut être des projets que vous avez déjà initiés ou bien des envies que vous avez sur lesquelles on peut vous accompagner. Dans le cadre de la promotion de l'innovation responsable auprès des PME, le Centre français de l'innovation a depuis 6 mois mis en place une phase d'expérimentation pour encourager les PME d'Île-de-France à adopter la démarche de biomimétisme pour l'innovation responsable. Le biomimétisme est la convergence entre la bioinspiration et la durabilité. Donc s'inspirer du vivant pour faire une innovation responsable et durable. En général, les matériaux biologiques sont multifonctionnels parce qu'ils assurent non seulement la structure, mais aussi une protection, la perméabilité, la couleur, la circulation des fluides, etc. Alors que nous, en général, on associe plusieurs matériaux monofonctionnels pour arriver à répondre à toutes les fonctions qu'on souhaite obtenir. Ce sont des structures qui sont en général auto-assemblées, qui sont réactives à leur environnement. Donc elles sont capables, bien sûr, de croître et de se réparer. Typiquement, un arbre qui pousse, une branche qui se casse, ça peut se réparer. Et enfin, la liste serait beaucoup plus longue, mais si vous regardez par exemple la structure d'un fémur, le col d'un fémur, si vous regardez au rayon X, la répartition de la matière, elle suit exactement les lignes de contrainte. Donc, c'est-à-dire qu'on va complètement minimiser la matière et la concentrer seulement là où elle est nécessaire pour faire l'économie de ressources, alors que nous, on a tendance à faire de la matière uniformément répartie et monolithique. Comme je vous l'ai dit, tout ça en plus, donc c'est très performant, ça marche très très bien, c'est éprouvé depuis 3,8 milliards d'années, et en plus ça utilise de la chimie verte. Rappelez-vous que, alors que nous, on utilise quasiment tous les éléments du tableau périodique, le vivant, il utilise moins de 10 éléments, avec majoritairement du carbone, de l'oxygène, de l'hydrogène et de l'azote, pour 95% des matériaux du vivant, que tout se fait à température ambiante et en pression ambiante, en solution aqueuse, grâce à de l'énergie solaire à la base, qu'on a 2 polymères pour le vivant, donc, qui permettent de faire tous les matériaux du vivant, donc avec un spectre de propriétés extrêmement large, qui souvent dépasse de loin les performances des matériaux et des polymères que nous pouvons développer, alors que nous, on a environ 350 types de polymères différents et qui sont pour la plupart issus de la pétrochimie. Enfin, dernière chose, le vivant, quand il crée des matériaux, souvent, il ne dégage pas de carbone, au contraire, il va en séquestrer. Donc le meilleur exemple, c'est l'arbre. Tant que vous ne le brûlez pas, il a séquestré du carbone. Et donc aujourd'hui, il y a plusieurs travaux de recherche européens ou des cimentiers qui s'intéressent justement à la bioséquestration du carbone pour pouvoir créer des matériaux de construction et stocker à l'échelle des temps géologiques le carbone.